Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers messieurs, chères dames. C'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi, une fois de plus pour un nouveau numéro de votre émission 100% féminine. Elles, ce sont des femmes, hein, elles, ce sont des femmes actives, elles, ce sont des jeunes filles, elles, ce sont des épouses, elles, ce sont des sœurs, elles, ce sont vos mères, elles, ce sont toutes ces femmes-là qui représentent beaucoup dans le monde, qui font énormément de choses et nous sommes justement là pour mettre en avant ces femmes, pour parler de ces femmes qui osent faire des choses exceptionnelles, mais nous sommes également là pour parfois tirer aussi la sonnette d'alarme à ces femmes-là qui sont parfois inconscientes et qui n'ont pas compris qu'elles sont et qu'elles représentent le berceau de l'humanité. Et c'est justement pour nous renvoyer à la première articulation de notre programme. Elles en parlent. Et vous savez, nous sommes déjà en 2024 à cette ère. Il est tellement, mais tellement rare de trouver une femme qui sait encore faire la cuisine, qui sait encore comment manier les ustensiles, comment savoir épicer, comment savoir assaisonner la sauce et même tourner le couscous comme il fallait. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission. Mais avant de commencer, il faut quand même présenter mes autres copines qui sont avec moi, avec qui on va décrypter, avec qui on va essayer de donner des conseils, d'analyser, de parler de ces femmes qui font des choses merveilleuses dans le monde. En tout cas, elles sont bien installées, elles sont toutes ravissantes. Ce soir, je ne sais pas pourquoi, peut-être après il y a les rendez-vous. Moi, je me demande toujours pourquoi elles sont si ravissantes à chaque émission. Peut-être après il y a les petits rendez-vous, alors c'est pour vous, chers téléspectateurs, qu'elles ont décidé de vous faire si belle. En tout cas, sentez-vous flattés, ce sont des femmes extraordinaires et c'est un plaisir de collaborer avec elles chaque jour et même dans le cadre de cette émission. Alors, je vais commencer avec toi, Merveille Andela. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madeleine, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices surtout, oui, qui sont de plus en plus nombreuses à la maison. Je veux dire, par ma tenue, hein, vous pouvez le remarquer, oui, ma tenue, elle est à l'image du jour parce qu'aujourd'hui nous fêtons le Ramadan. Oui. Donc je vais souhaiter une bonne Eid al-Fitr. Vraiment, excusez-nous. Hein. Une bonne Eid al-Fitr à toute la communauté musulmane qui nous regarde ce soir. Bonne fête à vous. Moubarak Karim, c'est ça? Oui, Moubarak Karim. Voilà. Bonne fête à vous et surtout pas laissez pour nous le mouton, pardon. On arrive juste après l'émission, on vient vous retrouver. Et j'accueille également Stelaïda qui est toute vêtue de rose, c'est notre rose baby du soir. Elle a dit que non, elle va casser le code. Moi aussi j'ai porté mon petit gars là pour faire un petit coucou à toute la communauté musulmane. Moi je connais seulement dit Barka Dassa là vraiment. Aide à faire là vraiment ça, j'arrive pas à prononcer donc Barka Dassa là toute la communauté musulmane. Et je dis bonsoir également à Stelaïda toute vêtue de rose Barbie. Voilà, c'est la tradition. Bonsoir Madeleine, bonsoir Merveille, bonsoir à nos adorables téléspectateurs. Voilà, je suis vêtue de rose, mais c'est vrai que je me sens gênée en fait. À vrai dire, j'avais catégoriquement oublié que c'était la journée, voilà, le Ramadan aujourd'hui, parce que vraiment j'avais prévu de m'habiller selon la circonstance le jour J, mais j'ai oublié, j'étais persuadée que le Ramadan c'était demain. Oui. Donc voilà, mais je suis très ravie d'être avec vous ici sur ce plateau. Je pense qu'une fois de plus, on va bien s'amuser. Tout à fait, on va bien s'amuser, on va parler de choses importantes dans la société, surtout en ce qui concerne la femme, parce que vous savez, la femme, c'est le socle même de l'humanité, c'est le berceau de l'humanité. La femme représente l'éducation de toute une nation, parce que si la femme rate, ou alors si la femme bute dans l'éducation d'un enfant, alors c'est toute une nation qui se retrouve complètement perdue. Alors on va justement entrer de plein pied dans notre émission avec la première rubrique, Elles en parlent, et je le dis encore, est-ce normal que de nos jours des femmes ne savent pas faire la cuisine? Vraiment, on va parler tout à l'heure, on va juste prendre cette petite transition, on se retrouve juste après.
souviens encore, lorsqu'on était toute petite, à partir des années 2005 jusqu'en 1900, à partir de 6 ans déjà, nos mamans avaient pour habitude de nous utiliser comme des assistantes de cuisine, nous apprendre déjà à allumer le feu de bois, à poser le riz au feu, à chauffer l'eau, à piler le couscous. Mais de nos jours, non, on grandit, on est dorloté, on se retrouve à 16, 15, 20 ans et on ne sait toujours pas faire la cuisine, mais on aspire au mariage alors qu'on sait que l'homme, c'est le ventre et le bas ventre. Alors, je vais demander à vous les filles, est-ce normal que de nos jours, on retrouve une jeune fille, une jeune femme âgée de, je dirais même à partir de 10 ans, de 10 ans à montant, est-ce normal qu'une jeune fille ne sache pas faire la cuisine? Merveille. Je dirais que c'est pas normal. C'est même pas, ça ne s'entend pas, ça ne se comprend même pas qu'une femme à cet âge-là ne sache pas faire la cuisine. Je pense que c'est un peu quelque part la faute à sa maman qui l'a laissé un peu trop devant la télé, un peu trop jouer, un peu trop se balader. Moi, je dirais à partir de 7 ans même déjà, on peut envoyer l'enfant. Elle peut commencer à éplucher l'ail, nettoyer le ginger, commencer à faire des petits trucs là, griller les arachides. On lui enseigne déjà ça. Et puis, en grandissant, elle-même, elle aura la curiosité de venir, n'est-ce pas, tout le temps à la cuisine à côté de maman pour maîtriser peut-être les mets et tout. Et ça fait que quand elle atteint l'âge adulte, elle sait parfaitement faire la cuisine. Il ne faut pas forcer, il faut pas seulement aller dans une école pour le faire. Ça s'apprend dès le bas âge et à la maison, à partir de 7 ans notamment. Et justement, lorsqu'on est dans une famille ou dans une famille monoparentale, on n'a pas forcément la chance de grandir ou bien de vivre avec maman. Peut-être les parents sont divorcés ou alors si la maman est décédée malheureusement et qu'on vit avec papa, surtout qu'on est l'aîné de la famille, qu'on est la seule fille peut-être ou alors l'aîné des filles. À ce moment-là, et si on se retrouve avec un papa qui n'a peut-être pas forcément le temps d'être toujours à la maison parce qu'il doit travailler pour ramener de l'argent, comment nous, jeunes filles, à ce moment donné, comment est-ce qu'on est censé apprendre à faire la cuisine pour nos petits frères, même pour papa qui n'est pas tout le temps là et qui peut-être n'a pas encore commencé à ramener une femme à la maison? Là même, c'est même encore, dans ce cas-là, c'est plus facile pour la fille d'apprendre parce qu'elle a le devoir et même l'obligation de faire la cuisine tout le temps, parce que c'est elle qui est l'aînée. Elle doit faire à manger pour ses petits frères, elle doit faire à manger pour son papa. Et généralement, les filles sont plus jalouses que les garçons. Ça veut dire que si papa commence même à amener une femme constamment à la maison qui vient faire la cuisine, elle aura tout le temps de chasser cette femme-là, de faire que non, je veux pas d'elle ici. Et donc, si tu veux manger, moi, je fais à manger pour toi, pour que tu n'aies pas à amener une autre femme à la maison. Et donc, je crois que c'est même ça, ça va cultiver cette fille-là à cuisiner un peu plus rapidement. Moi, je prends toujours des exemples sur moi parce que bizarrement, les débats ou bien les sujets sur lesquels on débat ici ont toujours un trait un peu avec ma personnalité. Oui, ça concerne toutes les femmes. Donc, moi spécialement, je suis une seule fille et je suis bizarrement aînée. Bon, je suis deuxième née, mais je suis une seule fille. Papa, lui, il a beaucoup aimé les fêtes, et donc il aimait organiser des réceptions et tout et tout. Maman étant seule, ne pouvait pas préparer. J'ai été obligée d'entrer, de mettre la main dans la pâte et de toujours me confronter à l'exercice. Ça fait qu'au bout d'un moment, je recevais ces réunions toute seule. Je faisais le repas de toute la réunion, tous les Parce que tu as eu la volonté d'aider Oui, parce que j'ai commencé à... Et quand maman a vu que sa fille est apte, c'était... Dès qu'elle n'a pas fait le marché, elle est peinard, je lui dis seulement, fais le marché un peu tôt à la veille. Je commence à tout apprêter à la veille. Et très tôt le matin, 4 heures, je lance avec les cuissons. 17 heures, le repas est prêt. 18 heures, ils mangent. Et puis, chacun part. Et tu vas voir les femmes là qui viennent même gaminiser pour partir avec. Donc, moi, je me suis faite à ça. Et je me suis dit, si ce n'est que moi, je suis la seule. Et si je ne fais pas, il n'y a personne d'autre qui viendra aider maman. Il n'y a personne d'autre qui viendra faire à manger à mes petits frères ou bien à mon papa. Donc, je suis obligée de me mettre à la tâche. Tout à fait. Alors, Stella, Merveille a évoqué un cas assez spécifique sur le sujet, c'est de parler de ces enfants-là qui ont la volonté d'apprendre, de ces enfants-là qui se disent, voilà, il y a maman qui est seule, je suis la seule fille, ou alors même si je ne suis pas la seule fille, je suis quand même une femme, je serai amenée à me marier, alors j'ai la volonté, je vais apprendre. Et on se dit, voilà, à ce niveau, lorsque l'enfant a la volonté, c'est la faute aux parents ou c'est la faute à la maman de trop d'orienter l'enfant. Est-ce que ce
n'est pas parfois aussi la faute de l'enfant de ne même pas avoir cette volonté-là, de se dire que voilà, quand maman part au marché, je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe dans la cuisine. Si plutôt on me dit ma tâche ménagère, c'est faire, comment on appelle ça, la vaisselle. Après ça, même s'il y a quoi là-bas, vraiment, ce n'est plus mon problème. Est-ce que parfois, ce n'est pas aussi l'enfant qui ne veut même pas apprendre à faire la cuisine? En fait, Madeleine, vous savez, comme on dit, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Donc, parfois, vous pouvez donner toutes sortes d'éducation à un enfant, mais toute personne vient avec sa personnalité. Donc, si on prend le cas d'une femme, voilà, si c'est une fille qui est née avec cette personnalité-là, de ne pas aimer la cuisine, peu importe ce que vous feriez, elle ne le fera pas. Elle ne va pas aimer. Et bizarrement, enfin, pour revenir au sujet, moi, personnellement, je ne trouve pas ça anormal qu'une femme ne sache pas faire la cuisine. Je pense que tout dépend des conditions de vie de tout un chacun. Il y a des gens, des filles qui grandissent dans un univers où, en fait, elles ne sont même pas obligées de travailler. Il y a tout le monde, il y a tellement du personnel à disposition dans leur environnement pour faire les travaux à leur place, les petites princesses, en fait. Donc, vous n'allez pas dire à ces filles-là d'apprendre à cuisiner. Elles ont les moyens de leur politique. Et même quand elles grandissent, elles ont les moyens de pouvoir peut-être soit engager du personnel pour faire la cuisine, soit aller manger constamment dans les restaurants. Il y a les gens qui ont les moyens pour ça. Mais maintenant, pour celles qui n'en ont pas, voilà, c'est très normal d'apprendre à cuisiner. Moi, je pense que tout dépend de la culture de tout un chacun. Donc nous, on parle comme ça parce qu'on évolue ici en Afrique, mais en Occident, les gens ne voient pas la vie comme ça. Et en Occident, des femmes de 30 ans, 40 ans qui n'ont jamais fait, justement, exactement, qui n'ont jamais placé la marmite au feu, et ce n'est pas normal. Moi-même, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Regardez, je me suis cassé un ongle parce que j'étais justement en train de faire la cuisine, alors que moi j'aimerais bien passer mon temps à faire autre chose que de faire la cuisine. Je trouve ça quand même très compliqué, la cuisine. En plus, c'est tellement contraignant pour la femme, trop de chaleur. C'est trop de chaleur. Il y a l'oignon qui pique les yeux. Exactement. Il y a les odeurs qui restent dans les cheveux. Parce que moi-même, personnellement, j'aime pas la cuisine. Donc, voilà, moi, je désapprouve pas le fait que certaines filles... Tu prépares parce que c'est ton devoir de... Je prépare parce que j'ai pas le choix. Bon, c'est mon devoir et j'ai pas le choix. Peut-être que j'ai pas encore assez de moyens pour, en fait, ne pas préparer. Mais quand je serai un peu plus riche, je ne ferai pas la cuisine. Mais... J'espère qu'on ne me condamnera pas pour ça. Non, en fait. on va pas te condamner, on ne va pas te jeter la pierre. Comme tu l'as dit, chacun a sa perception et chacun a sa façon de voir les choses. Il y a effectivement les éducations qui diffèrent. Mais ne ris pas. Il y a les gens on ne va pas vraiment, comment on dit, ça surtout alors heurter la sensibilité. Il y a les personnes de la classe moyenne, les personnes qui ont grandi, on dit souvent on a grandi dans le ghetto. Voilà, on a grandi, nous sommes les enfants de la rue. Et nous, ces enfants de la rue là, bon pas nous parce que moi-même je suis un capable. Et ces enfants de la rue là, vraiment, ils sont dans des conditions où vraiment on vous apprend dès le bas âge. Vous voyez des enfants qui portent déjà des bidons d'eau même de 50 litres, qui partent à la rivière. Ce sont eux qui poncent les mains. Vous voyez les enfants de 5 ans qui poncent des mamies, des jeunes filles qui savent activer le feu de bois, qui savent bien allumer le feu de bois parce que voilà, c'est la condition de vie. Maintenant, il y a également ces familles-là où vous retrouvez la fille, elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, il y a les ménagères, il y a la gouvernante, vous vieillissez, même il y a toujours la nounou qui est là. Mais maintenant, là, c'est quand on est dans le confort de ses parents. Et vous savez, nous ne sommes plus à l'époque où les mariages étaient arrangés, où on s'est dit, voilà, tu es d'une classe sociale élevée, alors on va te trouver un mari de la même classe. On se retrouve parfois avec, surtout les filles, on se retrouve parfois avec des jeunes filles qui, même si elles sont riches, elles tombent amoureuses de ces hommes qui sont simples, de ces hommes-là qui n'ont pas forcément le même niveau de vie qu'elles. Alors, comment, à ce niveau-là, comment on réussit à gérer son foyer? Lorsque tu te retrouves avec un homme qui n'aura pas les moyens de te donner des ménagères et le palais dont tu es habitué, et qui est habitué à une vie plutôt simple, et qui, dans sa manière, ou bien dans la culture qu'il a, est habitué à ce que voilà, c'est la femme qui prépare, lui, pas juste travailler, faire les travaux comme laver la douche, faire le ménage, mais toi, la cuisine, là, vraiment, il n'entre pas là-bas. Là, tu fais comment?
Bon, sauf que là, c'est dans un cas bien précis, étant donné que tu te mets en relation avec quelqu'un, donc forcément pour lui faire plaisir, tu vas apprendre à cuisiner. Par exemple, même celles qui savent cuisiner, à la base, elles ne savent pas faire tous les mets, mais lorsqu'elles apprennent parfois à faire certains mets, les mets traditionnels de leur conjoint, par exemple, parce que elles sont avec eux et qu'elles essayent d'intégrer leur culture. Moi, je pense que c'est la même chose. Donc, c'est vrai que ça va être difficile, mais tu vas forcément apprendre parce que la vie, c'est les compromis et il faut aussi faire certaines choses pour faire plaisir à l'autre. Mais je ne pense pas que la cuisine soit vraiment le meilleur atout pour garder un homme dans sa vie et que ce soit, on doit on dit que l'homme, c'est le ventre, le bas. Oui, c'est vrai. Justement, on a au niveau du ventre, au niveau du bas. Au niveau du bas, mais bon, vous pouvez peut-être ne pas le combler au niveau du ventre, mais peut-être au niveau du bas-ventre, ça marche. Donc, en fait, je ne veux pas qu'on... Mais est-ce que ce sera suffisant? Voilà, non, le problème, c'est que... Non, c'est pas suffisant. Si déjà, il y a des femmes qui comblent leur homme, tant avec le bas-ventre qu'avec le ventre, mais ils réussissent quand même à sortir. Voilà. Mais tu estimes qu'ils ne mangent pas bien, donc parce que tu lui donnes en bas. Et surtout qu'il y a cet élément, la belle famille. Et quand la belle famille va arriver chez toi, ça va se passer comment? Et tout. Tu es là, tu as parce que souvent on dit que la belle famille, la belle famille dérange et tout, mais nous-mêmes nous sommes aussi à l'origine de nos problèmes. Mais comment ça? Tu peux m'avoir, parce que moi j'aime bien être coquette. Je prépare, je mets sur la maison, je fais mes épouses, mes extensions, bien, je fais ma belle manicure. Mais quand je dois faire la cuisine, et non, je fais la cuisine normalement. Et le repas ressemble à quelque chose en même temps. Donc, je pense qu'on doit savoir faire la part des choses aussi, nous les femmes. Mais il faudrait pas aussi quand même approuver le fait que c'est la belle famille qui va décider de comment notre foyer va marcher. Non, si notre mari est quand même... Ça, j'ai toujours été contre. Si moi, j'ai un mari qui me dit, voilà, ma chérie, tu es ma princesse, tu es ma reine, je ne veux pas que tu te brûles la peau. Oui, si c'est lui qui dit ça va. Oh oui, mon cœur, j'accepte. Et là, la belle famille n'a pas son mot à dire, mais... Si c'est lui qui dit vraiment ça va, mais quand... Il veut que tu fasses ça. Parce qu'il y a les hommes qui disent, ils aiment beaucoup. même s'il y a ils aiment manger la nourriture de leur femme. Ça, c'est... Mais que ces hommes partent donc épouser les femmes qui savent cuisiner, tout simplement. Ils aiment manger la nourriture de leur femme. Et c'est important pour un homme de savoir que c'est ma femme qui a cuisiné. Il mange avec appétit. Donc, je crois que c'est important. C'est pas que la belle famille va venir te dire que non, est-ce que tu as pris quel genre de femme, elle ne sait même pas cuisiner. Non, s'il est à l'aise avec le fait que la fille ne sache pas cuisiner, tant mieux. Mais je dis, c'est encore mieux que la femme sache faire à manger et qu'elle sache davantage faire les mets traditionnel de son mari pour davantage le contenter. Ça fait que même si elle a un autre défaut, que non, son mari va la défendre partout. Et moi, je pense que c'est essentiel. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec les derniers propos. Je ne pense pas que la valeur de la femme se mesure dans son expertise en art culinaire. Je ne pense pas. Donc, pour moi, je continue à penser que chacun doit être avec celle ou celui qui lui convient. Mais bon, si vous cherchez peut-être un cordon bleu, il y a les femmes qui savent cuisiner. Vous partez tout simplement chercher une femme qui remplit vos critères et vous vous mettez en couple avec elle. Mais si c'est que vous rencontrez une femme qui ne sait pas cuisiner, alors n'en faites pas un sujet, un problème d'état, comme si c'était quelque chose de si grave. Donc ça dépend. Moi je pense que chacun est doué dans un domaine. On ne peut pas garder... Les choses qu'on dit, l'homme, le ventre, c'est n'importe quoi. Si c'était le cas, c'est que les hommes ne tromperaient pas leurs femmes. Sauf qu'il ne s'agit pas d'en oui, faire en fait, je vais aller au bout de ma pensée. Je refuse pas. Il ne s'agit pas d'en faire un critère de sélection de la femme. Mais non, c'est juste un atout, un atout de plus, un avantage que la femme garde avec elle. Quand bien même elle ne sait pas faire la cuisine, si c'est que son mari veut qu'elle fasse la cuisine, elle devra se donner la peine de commencer à cuisiner. Ça s'apprend. C'est vrai que quand on est déjà vieux, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps, ça va être un peu plus difficile. Mais je crois que même dans un foyer, on peut apprendre à cuisiner et devenir un bon cordon bleu. Mais je ne suis pas contre ça, mais je suis en train de dire justement qu'on ne doit pas mesurer la valeur d'une femme en fonction de son art, peut-être de son expertise dans la cuisine. Parce qu'il y a des gens, naturellement, qui ne savent pas et qui n'aime pas du tout cuisiner. Donc c'est ça que moi je me dis pour ma part, peut-être pour ne pas avoir les problèmes, si peut-être vous savez que vous avez envie
d'un certain style de fille et peut-être que la cuisine fait partie de vos critères de sélection, mais vous partez tout gentiment vers celle qui sait cuisiner, vous laissez celle qui ne sait pas cuisiner là toute seule. Bon, moi je pense que, parce que oui, je suis pas contre le fait de faire certains compromis et d'apprendre, mais on ne doit pas aussi condamner peut-être celle-là qui arrive dans une famille qui ne sait pas peut-être cuire un œuf. Donc oui, je sais pas. Il ne s'agit pas de condamner. Ça dépend des moyens. Ça dépend des, il y a les gens qui ont les moyens. Bon, si celle-là a les moyens peut-être de s'acheter un personnel pour lui faire à manger, où est le problème en fait? D'accord, c'est bien compris Stella, c'est bien compris Merveille. En tout cas, chaque personne a son idéologie, chaque personne a sa culture, chaque personne a sa façon de penser. Il y a d'autres personnes qui penseront que voilà, comme Merveille, que c'est important que la femme sache faire la cuisine parce que c'est un atout. C'est pas forcément un critère de sélection de la femme parce que c'est pas ça qui caractérise qu'elle est une bonne femme. Vous pouvez avoir une femme qui sait bien faire la cuisine mais c'est une véritable sorcière, je vous le dis. Et vous pouvez aussi avoir une femme qui sait pas faire la cuisine mais elle est tellement douce, attentionnée, elle est tout ce qu'un homme a besoin dans sa vie. En tout cas, ça dépend de vous, mais c'est quand même important de essayer aussi d'apprendre un peu, de ne pas tout connaître, mais d'avoir au moins les bases pour ne pas être complètement nul. En tout cas, merci les filles. Je pense qu'on a essayé d'édifier les téléspectateurs et ceux qui ont des avis divers se sont retrouvés dans chacun de vos propos. On va passer à toute autre chose. À présent, on va céder la place à Merveille Andela pour nous exposer la femme, l'une des femmes spéciales de ce soir, dans la rubrique Elle ose. Alors les filles, ce soir dans Elle ose, on va parler d'une femme, hein, une femme qui a osé, elle a troqué son kit de make-up, son kit d'esthétique pour un marteau et un clou. Je vous propose de la découvrir dans cet élément. Aujourd'hui dans Elle ose, nous parlons d'une femme qui a troqué ses pinceaux et ses crèmes exfoliantes pour des clous et un marteau. Joël Mafo, une esthéticienne à la base, originaire de Baron à l'ouest du Cameroun, qui a décidé de se lancer dans la menuiserie. Elle vit aujourd'hui sa passion pour le bois sans complexe. La personne qui est là, on a fait presque 2 ans ici, à 2, avant que j'ai commencé à recruter d'autres personnes. Je n'ai pas trop de problème au niveau du fait que je sois une femme déjà qui me respecte, déjà pour ce que je suis. Voilà. Donc je n'ai pas de difficulté à dire à tel que non, tel que tu as fait, c'est pas bien, il faut faire plus comme ça, puisque eux tous là, c'est moi qui les ai formés. Dans son atelier au quartier Essos, au lieu dit Apollo Bar, dans la ville de Yaoundé, la dame de 35 ans nous parle de ses débuts dans ce métier. Je n'avais même pas 10 000, je n'avais rien. Donc quand je dis j'ai commencé sans rien, ça veut dire que la première personne qui est venue me dire fais mon truc, il m'a donné son argent, je suis allé faire avec. Donc je suis allé vraiment de rien. Mon métier me permet de vivre, hein, tout simplement. C'est pas comme si je ne gagne pas des masses, parce que comme je dis toujours à mes clients, pour le moment je ne travaille pas l'argent, je travaille le nom. Voilà. Donc, je ne travaille pas, pour le moment je ne travaille pas pour gagner. Si je peux payer mes employés, payer ma maison, payer la menuiserie, vivre normalement, moi ça me va pour le moment. Elle s'impose dans ce métier avec un style unique pour son genre. Partie de zéro, cette activité lui permet désormais de combler pleinement ses besoins au quotidien. Et elle prévoit d'agrandir son business qui marche déjà à merveille. Et voilà, Joël Mafo, c'est cette jeune femme qui a décidé de troquer, comme je l'ai dit à l'entame, son kit d'esthétique contre un clou, contre des clous et un marteau, parce qu'elle a aimé le métier du bois. Et c'est parti d'un rien. Elle avait acheté une télé. Ça sont ses débuts dans le métier de menuisier. Elle a acheté une télé et elle avait besoin d'un meuble télé. Elle avait besoin d'un joli meuble sur lequel poser sa télé. Et elle a réfléchi que d'aller chez un menuisier pour qu'il lui confectionne ce meuble-là. Elle est allée elle-même. Elle a acheté son matériel et elle a elle-même
monté son meuble télé qu'elle a exposé chez elle et de fil en aiguille, chaque personne qui arrivait chez elle demandait où est-ce qu'elle a acheté ce meuble-là. Elle expliquait simplement qu'elle n'a pas acheté ce meuble, que c'est elle-même qui l'avait fabriqué. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert sa propre menuiserie. Elle a commencé à fabriquer des meubles et tous les jours, elle reçoit des commandes. Elle a commencé même à employer des jeunes, à former des jeunes dans la menuiserie. C'est une femme vraiment polyvalente qui a décidé vraiment de se lancer dans le domaine. Le fait que la menuiserie soit un métier aujourd'hui considéré comme consacré uniquement aux hommes ne l'a pas du tout effrayée. Elle a décidé de se lancer dedans et elle s'en sort très bien. Et elle fait sa particularité alors dans la menuiserie, c'est qu'elle ne fait pas des meubles peints, comme on voit souvent, on finit de faire le meuble et puis on met la peinture. Non, elle fait des meubles en bois laqué. Ça veut dire qu'elle traite le bois, elle le laque avant de le mettre en vente. C'est donc c'est un travail avec des finitions parfaites parce qu'elle est très regardante sur les finitions de son travail. Donc, c'est cette femme-là que je voulais présenter ici aujourd'hui, Joëlle Mafo, cette femme menuisière qui a un quotidien pas comme les autres. Effectivement, elle a un quotidien pas comme les autres. Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais, mais alors jamais vu une femme menuisière. Jamais, vraiment, non, il ne faut pas se mentir. Plus d'une vingtaine d'années d'existence, j'en ai jamais vu. Et le fait de voir une femme aussi passionnée, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Pour le moment, elle ne travaille pas l'argent, mais elle travaille le nom. Parce qu'effectivement, c'est ça. Lorsqu'elle se fera connaître, lorsqu'on connaîtra Joëlle Mafo comme cette dame qui est menuisière et qui fait des meubles juste waouh et tellement beaux pour l'immobilier ou alors pour la maison, on va se dire voilà, c'est la référence même en qualité de meubles. Il faudrait que j'aille chez elle. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir l'argent. Elle a dit si ça lui permet de payer ses employés, de payer sa maison, de payer le loyer de sa menuiserie, de travailler quotidiennement pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est quelque chose de... Ça la convient en fait, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait simple, c'est une vie simple, paisible. Vous êtes passionné par quelque chose, vous avez décidé de suivre votre passion et ça vous va plutôt bien. Il n'y a pas que je suis une femme, que je ne peux pas faire vraiment, c'est pour les hommes. Quand je vais scier le bois là, ça va me salir. Non, mais après vous partez, vous versez le blé, puis vous lavez, et puis ça passe. Donc moi je dis vraiment bravo à Joëlle Mafo, encore une femme qui nous inspire cette semaine. Ça, c'est une vraie influenceuse. Voilà. Elle a fait une vraie influenceuse. Effectivement. En fait, moi, je lui tire un coup de chapeau. Joëlle Mafo, je pense que c'est la toute première femme, on dit menuisier ou menuisière. Menuisière, voilà. Que je vois une femme comme ça qui brave les stéréotypes dans une société aussi patriarcale que la nôtre. Elle est vraiment à féliciter. Et puis, vous allez voir, lorsque une femme s'adonne à un métier, et surtout les métiers d'hommes, elle est, bon, si je peux dire, elle est souvent aussi limite plus douée que l'homme, parce que la femme a ça, elle a du génie, et elle s'applique dans ce qu'elle fait. C'est juste parce que le contexte mondial, africain et camerounais, lui a mis tellement de barrières, et on lui a fait comprendre qu'elle a énormément de limites. Pourtant, la femme a beaucoup de capacités, et les personnes comme Joëlle Mafo prouvent une fois de plus que la femme peut exercer les mêmes métiers au même titre que les hommes, si on lui donne juste l'occasion d'exprimer son génie. Oui, de ce que tu viens de dire, moi j'ai compris ça avant. Hein. Moi j'avais analysé la chose comme, en fait, nous les femmes, on a compris que les hommes ont tellement d'ego. Excusez-moi les gars, c'est pas pour vous frustrer, mais avouez que j'ai même pas d'excuses à ce vous avez tellement d'ego les gars, et lorsque nous les femmes, on se permet de dire que voilà, nous sommes mieux que vous dans peu importe les domaines, les gars, excusez-moi. Nous sommes, on a cette dextérité là. Et que nous connaissons que c'est grâce quand même, on reconnaît quand même que c'est grâce à vos côtes que nous sommes là. C'est pourquoi on dit que ok d'accord, les hommes allez-y, mais vous savez quand même que si on se lance là, on peut non. Voilà, c'était une petite blague en tout cas. Joëlle Mafo, c'est vraiment une femme encourager, peu importe les personnes qui sont dans la ville de Yaoundé, si vous passez par son atelier, à Essos, voilà, à Essos, on lui dit Apollo Bar. Apollo Bar, voilà, que vous avez l'opportunité de rencontrer cette dame, allez la saluer, allez la féliciter, allez l'encourager, c'est vraiment beau. Ne soyez pas jaloux, hein, vous les hommes, là, si vous avez envie d'avoir un petit meuble, un joli classeur là, et que vous avez cette femme là qui peut vous faire ce que vous voulez, vous savez au fond que c'est ce que vous voulez, mais parce que vous dites que c'est une femme,
quand vous avez votre ego, non, c'est pas fair play. N'ayez pas honte d'aller vous présenter, de dire voilà madame, j'adore ce que vous faites et je voudrais que votre œuvre se retrouve chez moi et elle vous fera quelque chose de magnifique et ensemble on l'aidera à se faire beaucoup plus connaître. En tout cas, c'était la première dame inspirante du soir. On va parler d'une autre dame encore plus inspirante, j'en suis sûre, mais cette fois-ci on va se retourner vers Stella et on se retrouve juste après pour le portrait. Alors, vous la connaissez sans doute parce que c'est une personnalité très en vue dans les médias mondiaux et en Afrique aussi. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Elle a marqué le monde avec son émission télévisée, le Oprah Winfrey Show, qui a pris fin en 2011. Alors, je vous propose de découvrir un peu plus sur Oprah Winfrey dans ce podcast. Oprah Winfrey est une personnalité médiatique américaine qui a imposé sa notoriété dans l'animation, le cinéma, la production audiovisuelle, la critique littéraire et les éditions de magazines. Mais c'est surtout son talk show, The Oprah Winfrey Show, qui a fait d'elle la femme influente qu'elle est aujourd'hui. On a fini par atteindre le sommet. Nous y sommes restés pendant 25 ans. The Oprah Winfrey Show a été numéro 1 sur cette plage d'audience pendant 21 ans. Et je dois vous l'avouer, je suis devenu confortable dans ce niveau de succès. Le Oprah Winfrey Show demeure le programme télévisé le plus vu du monde. La passion pour l'univers médiatique s'éveille en Oprah dès sa plus tendre enfance. Elle débute une carrière professionnelle à l'âge de 17 ans en tant que reporter dans une radio et plus tard, elle s'impose comme la reine des médias. Pourtant, son enfance ne la prédisposait pas à un tel succès. En effet, l'animatrice afro-américaine a grandi dans des conditions difficiles. Née le 29 janvier 1954 au Mississippi, elle mène son enfance dans un univers marqué par la misère, l'insécurité, l'instabilité et les violences. Dès l'âge de 9 ans, celle-ci est victime d'abus sexuels de la part de plusieurs membres de sa famille. Et à 14 ans, elle donne naissance à un garçon qui meurt peu après. Toutefois, ces tragédies ne suffisent pas à étendre son aura du succès. Aujourd'hui, Oprah compte plusieurs reconnaissances à son actif et est à ce jour considérée comme étant la femme noire la plus riche et la plus influente du monde. Côté vie privée, elle est en couple avec son partenaire de longue date, Tin Matt Graham. Mais Oprah a fait le choix de ne plus avoir d'enfants. Alors en fait, ce serait vraiment très long de parler d'Oprah, donc on a juste pris des parties qui nous intéressaient parce que c'était tellement long. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une femme qui a grandi dans des conditions extrêmement difficiles et elle était très intelligente à l'école, malgré les viols, malgré le décès de son enfant à son adolescence. Elle était très très intelligente à l'école et elle avait cette aura qui faisait en sorte qu'elle réussissait dans tout ce qu'elle faisait. Donc elle aime la communication depuis qu'elle est toute petite. Elle a commencé par souvent interviewer les poupées, elle adorait jouer à ça. Et aujourd'hui, c'est une femme inspirante qui, en fait, de temps en temps, transmet ses connaissances dans l'art de la réussite à travers le monde. Et on dit même d'ailleurs qu'elle a beaucoup influencé sur le succès du mandat, le succès de la réussite de Barack Obama en tant que chef de l'État. Donc Oprah Winfrey, c'est une grande dame et c'est pourquoi nous avons décidé de la mettre en tête d'affiche aujourd'hui. Surtout qu'elle a des origines camerounaises. Vraiment, les Camerounais, nous sommes quand même quelque chose dans ce monde aussi que parfois ça m'étonne encore. Moi, je suis très touchée par son portrait, son histoire, les difficultés auxquelles elle a fait face me touchent énormément parce que
je suis allergique à tout ce qui concerne l'abus. Quand j'entends ce mot, ça me donne des frissons, ça me donne envie de pleurer parce que j'ai failli être victime un jour. Alors il y a ce petit traumatisme-là, c'est pour moi le pire des péchés, c'est le péché impardonnable pour moi. Et le fait de savoir qu'elle ait pu passer par autant d'épreuves négatives dans sa vie, perdre un enfant aussi, je ne tombais même enceinte à 14 ans, c'est déjà assez dur. Et perdre encore son bébé, ça allait encore plus. Et surtout dans la condition qu'on l'était, parce qu'il ne faut pas se mentir, on sait très bien qu'à cette époque-là, le racisme, c'était vraiment... ça se vivait vraiment à tout bout de champ. C'était difficile pour les Noirs d'évoluer. Les Noirs étaient toujours... c'est pas que ça a vraiment changé maintenant, mais on fait quand même l'effort de camoufler. Mais à cette époque-là, les Noirs étaient vraiment considérés comme rien, comme néant. Et c'était pas difficile lorsqu'on voyait un tel génie, une dame, en plus une femme, qui est noire en plus et qui est intelligente et qui veut évoluer dans la société. C'est pas facile qu'on lui montre le chemin, alors qu'on l'accompagne, alors qu'elle a été battante, que malgré ce qu'elle a pu vivre, elle a pu se relever. Moi, je dis juste waouh, je dis juste bravo. Et je ne pense pas que moi, j'aurais eu son courage. En tout cas, c'est inspirant. Effectivement, c'est très inspirant, Madeleine, parce que j'ai eu un peu la larme à l'œil, parce que quand j'écoute un peu son parcours et ce par quoi elle a dû passer pour s'en sortir, c'est vraiment à tirer son chapeau, parce que se relever de ça, et quand on sait qu'à l'époque aux États-Unis, lorsqu'on était noir, c'est qu'on était descendant de nègres, c'est-à-dire descendant d'esclaves. Des enfers. Donc c'était la race à bannir, c'était la race à abolir. Mais elle a réussi à se sortir de ça. Elle a réussi à traverser tous les abus dont elle a été victime. Elle a réussi à sortir sa tête de l'eau et elle a réussi à pousser ses études surtout. Parce que tous ces traumas ne l'ont pas empêché de fréquenter. Elle a tenu bon et elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Une femme aussi respectable que ça. Donc, je ne peux que vouloir... Quand je la regarde, quand je la vois, je ne peux que vouloir la ressembler, vouloir être comme elle. Et pourquoi pas aussi qu'on parle de moi comme on a parlé d'Oprah Winfrey aujourd'hui. Effectivement, tout le monde voudrait ça. Moi, j'aimerais bien que lorsque j'ai mes 50 ans, qu'il y ait une miniature de Stella Ida qui fasse mon portrait comme ça dans une émission. Je me dis, ah ouais, j'ai fait des choses moi aussi. C'est très intéressant. Vraiment, ça donne envie. Ça donne envie. Moi, quand je vois des influenceuses qui passent dans des chaînes de médias, on parle d'elles, elles racontent leur vie. Moi, je ne voudrais pas passer dans un média, parce que moi, je suis déjà dans les médias. Je ne voudrais pas passer dans un média pour parler de ma vie, mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui restent parler de moi quand je ne serai plus dans ces médias, parce que moi, je vais prendre ma retraite très jeune. Effectivement. 40 ans là, moi, je vais aller m'occuper de ma petite famille. Retraite anticipée. Oui, moi, vu qu'on a beaucoup de temps, qu'on ne met pas à profit. Nous sommes tout le temps dans le travail. On est tout le temps, on est tellement focus dans le travail. Donc, à partir d'un certain âge, c'est important de penser à la famille, de vivre pour sa famille. Moi, je suis très traditionnaliste, donc j'ai un temps pour travailler après la poupe. Je vais regarder la jeunesse évoluer. En tout cas, merci encore à Merveille pour ce joli portrait de Joël Mafo. Également pour Oprah Winfrey. Ces deux femmes-là qui sont inspirantes et qui, je l'espère, permettront à toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui de se dire voilà des femmes qui ont décidé de se lancer dans des activités qui leur passionnent, sans toutefois utiliser des voies de facilité, utiliser des voies qui ne leur honorent pas et qui ne respectent pas nos traditions. J'espère que vous ferez de même et que vous serez des Joël Mafo demain ou encore, pourquoi pas, des Oprah Winfrey ou peut-être des Madeleine Bandon, qui sait. En tout cas, on va prendre une légère pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la dernière articulation de notre programme. Le thème central est pour. Ce soir, on va parler de la polygamie. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Moi, je vous dis déjà, moi, je suis pour. D'accord? On se retrouve juste après pour commencer.
retour sur le plateau après cette petite pause publicitaire. J'espère que vous avez pu souffler un petit peu. Vous êtes bien installés maintenant parce que c'est maintenant le show, c'est le moment du ring, c'est le moment où j'adore. C'est ma partie préférée de cette émission, là où les filles décident de sortir de leur gond. Et j'ai choisi cette thématique exprès parce que voilà, c'est une thématique où les femmes sont toujours... Je ne sais pas pourquoi elles se déchirent beaucoup. La polygamie, hein? Pourquoi est-ce que vous, les femmes, vous n'aimez pas qu'on dise que l'homme doit être polygame? Les femmes sont nombreuses sur la terre. Les hommes, on doit se partager, partageons. Donc, je vais commencer par Stella, dont je connais déjà la vie. Stella, pour ou contre la polygamie? Mais bizarrement, Madeleine, je vais te surprendre. Parce que je vais te surprendre. Aujourd'hui, en fait, je suis contre la polygamie. Je sais que tu savais que c'est comme ça. Oui. Je suis contre la polygamie. Pour moi, la relation, c'est à deux. Donc, quand il y a déjà une tierce personne, ce n'est plus l'amour. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est... En fait, je sais souvent... harem, en fait. Oui, je ne sais pas. Donc, pour moi, ce n'est plus l'amour. Pas du tout. Parce que, oui, on va dire... les femmes sont nombreuses, il faut qu'elles se marient, mais essayez un peu de voir la vie de cette façon. Est-ce que c'est tout le monde qui a une voiture? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui réussit à construire une maison avant de mourir? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui sera président, ministre, je ne sais pas moi quoi? Non. C'est pareil aussi pour le mariage. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont amenées à se marier. Et les femmes doivent accepter ça. Moi, je pense que quand vous trouvez votre mari, vous le trouvez seul, c'est votre mari à vous seul. Et parce que la polygamie, ça profite énormément à l'homme. Moi, je ne vois pas trop l'avantage que la polygamie apporte à la femme, si ce n'est peut-être à la deuxième. Je vais te donner ça. Bien sûr, ok. Je termine. Si ce n'est que la deuxième, qui généralement vient quand l'homme a déjà les moyens. Parce que bizarrement, vous n'allez pas voir un monsieur qui est pauvre, qui a du mal à manger, à avoir de femmes. Donc il a une femme, c'est là qui le supporte dans toute sa galère et tout et tout. Et lorsqu'il émerge et qu'il devient riche, il prend une autre femme. Donc moi je dis la polygamie, c'est l'égoïsme en fait. Parce que vous savez, quand vous vivez ensemble, il y a la routine qui s'installe. Forcément, vous allez... il n'y aura plus les choses neuves, donc du coup, l'homme a envie de changer. Par exemple, vous vieillissez, vos corps fagnent, parce que bizarrement, la deuxième femme n'a jamais le même âge que la première, ou plus vieille que la première. Elle est toujours plus jeune. Donc, 15 ans. Justement, donc c'est un peu ça. Parce que moi, je me dis, si on légalise la polygamie, on devrait aussi légaliser la polyandrie. Par exemple. Par exemple. Justement. J'adore. Hein. Moi, je me suis toujours dit, pour que mon homme soit polygame, c'est quand il est pauvre qu'il doit chercher sa deuxième femme. Donc, comme peut-être je souffre avec lui dans la galère, celle-ci doit aussi souffrir avec lui dans la même galère. Donc, on doit le supporter dans ces moments-là. Ce n'est pas que quand il sera déjà riche, il va aller la prendre. Ou alors, si moi je suis polygame, c'est que je serai forcément la deuxième ou la cinquième femme avec un homme riche. Et je ne sais pas s'il y aura l'amour là-dedans. Ça sera un mariage pour intérêt en tout cas. Bien sûr. Bien sûr. On va se marier avec les amours. Parce que tu penses que les cinquièmes, les deuxièmes, les troisièmes, elles viennent par intérêt. D'accord, ce n'est que la première femme qui aime alors dans le C'est la première femme qui aime. C'est la première femme qui est... Oui, moi je suis sûre, c'est la première femme qui est généralement l'amour sincère. Parce que c'est elle qui est là, c'est elle qui connaît vos hauts, vos bas, c'est elle qui vous a vu dans les moments difficiles. Elle a été présente dans chaque étape de votre évolution et elle a supporté. D'accord. Celles qui viennent après, là, quand vous êtes déjà riche, ce n'est plus l'amour. Mais c'est juste que comme l'homme est égoïste, parce qu'il va voir là comme c'est une bimbo qui est sexy, qui a encore le ventre tout plat. Voilà, le sang neuf exactement. Il va aller vers elle parce qu'elle a encore la force de pouvoir tourner justement, et le jeu de rein et les parties génitales qui sont encore bien serrées. Donc du coup, elle lui donne... Elle n'a pas encore beaucoup accouché. Oui, elle lui donne un plaisir que vous lui donnez quand vous étiez jeune. Sauf que vous deux, en fait, vous avez vieilli, mais toi, tu n'arrives plus en fait à répondre comme tu le faisais auparavant. Et lui maintenant, parce que l'homme est naturellement égoïste, il va maintenant voir ailleurs pour essayer de revivre ces petits moments-là. Il reste avec vous là juste par reconnaissance. En fait, je condamne la polygamie. Elle condamne fermement, carton rouge à la polygamie. Alors moi je vais demander à Stella, entre avoir un homme qui est polygame et un homme qui, vous êtes marié, vous êtes monogame et qui vous trompe à tout bout de champ, tu préfères quoi? Je préfère qu'il me trompe de champ. Non, sérieux, je préfère qu'il me trompe parce qu'on ne doit pas se mentir. Un homme ne sera jamais... ils sont rares. Les hommes ne sont même pas d'abord. Ils sont pas dans la vie. Même celui qui va vous dire polygame ou pas polygame, même s'il a 100 femmes à l'intérieur, il va sortir. Donc moi je m'en fous.
Tu fais tes choses dehors, mais tu restes là-bas dehors. Pas de polygamie en fait, c'est régime monogamie. Donc au moins pour ma sécurité psychologique, c'est régime monogamie, même si c'est que c'est officiel et que officieusement on est plusieurs, mais au moins officiellement je serai seule. Hey! Stella ne partage pas, elle est possessive, carton roux, vraiment l'homme qui va venir demander Stella, oublie, si tu es, donc, je ne veux même pas, merveille, pour ou contre la polygamie? Je crois que ça se sait, hein. Moi je ne me cache pas. Les gars, c'est la seule non, qui pour moi ça ne se cache pas, Madeleine, je suis totalement, mais alors totalement contre cette pratique de la polygamie là. Si on a légalisé la polygamie, il faut qu'on légalise également la polyandrie. Ah non, les filles, vous n'êtes pas comme les hommes. Comment vous accepter ça? Non, on peut aussi aimer deux femmes. On peut aussi, comme l'homme peut aimer deux femmes, nous aussi on peut aimer deux hommes. Donc moi aussi je peux avoir, je peux être il y aura le moubou. Il y aura voilà, par exemple, il y aura le financeur et puis il y aura le pompier. Ah, et le pompier, c'est qui? Le pompier, son rôle, c'est quoi? Le pompier, son rôle est... dans la chambre. Voilà. De vous refaire vivre votre jeunesse, par exemple. Et le financier, c'est lui qui est là pour... Oui, c'est lui qui gère les finances, justement, comme son nom l'indique. Bon, un peu plus sérieux, moi, je suis pas pour la polygamie. J'aime pas je suis contre cela parce que j'estime que si tu as choisi d'être avec une femme, tu la supportes. Même si elle vieillit, même si elle fane, même si elle devient laide, comme on dit souvent, même si elle devient toute fripée et tout, tu la supportes parce que si elle est devenue comme ça, c'est parce que c'est toi qui l'as rendue comme ça. C'est parce qu'elle a accepté d'être avec toi, elle a accepté de te supporter, elle a accepté de porter tes enfants et ce sont tes enfants qui ont justement rendu son corps tel qu'il est devenu. Et donc, tu dois l'accepter et la soutenir jusqu'à la fin. Il y a pire quoi que comme elle a vieilli. Oh, Magne, tu es vieille. Vraiment, tu ne m'écoutes plus. Magne, tu es vieille, tu ne me fais plus. Même quand je viens te dire que c'est comment, tu me dis que tu es fatiguée, tu as mal au dos. Mais c'est normal qu'elle ait mal au dos. Vous savez ce que c'est que d'accoucher, enfanter. Ton corps, il est fini. Oui. Donc c'est normal que de temps en temps, elle te dise que papa, je suis fatiguée, je ne peux pas aujourd'hui. Supporte-la. Tu la supportes parce que c'est toi qui la mets dans cet état. Si tu ne veux pas qu'elle soit dans cet état, eh bien, tu ne lui bombardes pas les enfants chaque 1 an. Et puis, elle sera toujours fraîche. Mais sinon, tu supportes et tu prends ton bagage, tu supportes ta main, tu la portes et tu veilles sur elle. Tu peux même l'entretenir de sorte à ce qu'elle reste toujours fraîche pour toi. Tu n'as pas parce qu'il y en a qui délaissent leur femme. Bizarrement, quand elle vieillit, il dit non, tu n'es plus à mon goût. Il commence à chercher les bimbos, comme a dit Stella, les biberons, comme je les appelle souvent, les U17, comme on dit vulgairement quelque part. Donc ces filles-là qui ont encore la peau élastique, que le corps répond encore un genre. Elle connaît les positions araignées sur le mur. Donc, oui. Ils vont aller les chercher parce que non, Magne, il y a vieille Magne, il prépare seulement un cul à la maison, il rentre, il mange, il regarde, elle s'occupe des enfants. Mais elle-même, est-ce qu'il s'est mis à la place de cette femme qui a déjà supporté et la vie difficile bien avant qu'il ne soit peut-être à l'aise et les enfants qu'elle a accepté porter et élever, est-ce qu'il s'est mis à la place de cette femme? Parce que quoi qu'on dise, c'est le corps de la femme qui fane plus vite que celui de l'homme. Tout à fait. Et c'est pour ça que généralement, les hommes ont toujours tendance à fuir, à aller dehors, parce qu'ils estiment que leur femme, ces femmes-là qu'ils ont à l'intérieur, à la maison, ne les satisfont plus. Et c'est ça qu'on condamne, parce qu'il ne faut pas qu'on utilise la polygamie comme un moyen de chiffonner la femme, non. Oui. Ça ne doit pas être un moyen pour chiffonner les femmes. Oui. Au contraire, si vous avez décidé vraiment de prendre une femme, attachez-vous à cette femme, prenez soin d'elle et elle sera toujours là. Maintenant, si tu décides de tromper, trompe, mais pourvu qu'elle soit loin de moi. Ok. Voilà. Que je ne sois pas au courant. Ça veut dire que si j'habite à Mombo, tu peux en quoi chercher ta go. Vous faites ça là-bas en quoi je ne suis pas au courant. Exactement, tu te caches. Je ne dois pas être au courant. Et quand tu sors, le caoutchouc, parce que ne me ramène pas les choses à la maison. Si, hein. Oui, c'est ça. Ce n'est que ça que je demande. Maintenant, tu dois prendre soin de moi, tu prends soin de mes enfants. Maintenant, ta vie,
faire comment, pourvu que je sois seule. Mais ça ne peut pas être la même chose avec la polygamie, c'est-à-dire que c'est juste que ça sera officiel. Vous pouvez avoir un homme qui a des moyens, il est polygame, il a plusieurs familles, vous construisez votre maison peut-être à Yaoundé ou à Paris, il vous construit votre maison, vous avez vos enfants, chaque mois vous avez votre pension alimentaire d'1 million. Comme vous êtes à Paris, l'autre femme elle est en Belgique, c'est la même chose. Quand il est avec vous à la maison, c'est vous, et quand il part, dans ce cas de mesure-là, la polygamie n'est pas acceptable. Je dis que je suis radicale. Je suis radicale. Sinon, c'est ça, comme on disait par intérêt, par exemple, Dieu my fille. Je peux bien être, je peux être sa troisième épouse, surtout que j'ai déjà la tenue pour. Tu vois, je tiens déjà à rappeler aux téléspectateurs. Surtout que j'ai déjà la tenue. Qui nous regarde que beau papa, voilà. J'ai déjà la tenue pour. Je peux être sa troisième femme. Il est président de la République. Quand même. Donc, et oui, et ça, c'est pas mal. Sauf que. Voilà. Je dis que j'ai déjà la tenue. Je m'appelle Adjara Ousmane. Il manque juste le billet d'avion. Voilà. Je suis déjà là. Mais sauf que là, c'est pas un mariage d'amour. C'est un mariage intéressé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous marier. On sera ensemble, mais même dans l'intimité, ce ne sera pas ça parce qu'il n'y aura pas feeling en fait. Il n'y aura pas réciprocité. Vous aurez toujours les pompiers dehors. Oui, il y aura toujours les pompiers dehors. Il y aura toujours... Et lui aussi, comme il ne pourra pas être tout le temps avec moi parce qu'il faut satisfaire les deux autres femmes. Obligé de voir les pompiers. Ouais. Voilà, c'est bien compris. Donc, prenez votre main et vous restez avec elle. C'est bien compris. Alors, sur le plateau, on a eu deux jeunes dames qui étaient contre, mais alors contre fermement et condamnent, carton rouge et bagarre et tout contre la polygamie parce que voilà, elles estiment que lorsque l'homme décide d'avoir une seule femme ou bien qu'il décide de prendre une femme en mariage, peu importe les circonstances de la vie, peu importe que demain ou après-demain se retrouve avec un corps fané, il doit toujours aimer cette femme parce que c'est à cause d'eux, à cause des enfants qu'elles acceptent de vous offrir, qu'elles ont ces corps-là. Pourquoi pas prendre soin de prendre soin tout simplement de vos femmes lorsqu'on finit d'accoucher, après tous ces lavages traditionnels qu'on nous fait souvent là. Vous pouvez également aussi, il y a des trucs d'esthétique là, des petits soins de femmes, des massages, des gommages pour nous permettre de retrouver notre silhouette dans le temps. Mais pour ça, il faut que vous, les hommes, vous participez aussi et que vous ne nous négligez plus. Maintenant, pour moi, de mon avis personnel, moi, je n'ai pas de problème à avoir un homme qui soit polygame tant qu'il a les moyens de me construire ma maison à Paris et la maison de sa deuxième et de ses autres France à Toulouse, à Marseille. Moi, c'est pas mon problème. Tu me construis ma maison à Paris, tu me fais ma pension alimentaire, 2 millions par mois avec mes enfants, mon chéri. Alors, je te donne la permission d'épouser toutes les filles de la terre entière. Tant que voilà, je suis au taquet. En tout cas, merci chez téléspectateurs, merci à toi, Merveille. C'était un plaisir de t'avoir dans le cadre de cette émission encore une fois de plus. Merci Madeleine. Tes analyses, ton fou rire, ta beauté aussi qui a émerveillé le plateau. Voilà. Merci Madeleine, merci aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et vivement que la prochaine édition arrive. Voilà, vivement que la prochaine édition arrive. Je te dis également merci Stella. C'était un plaisir également de t'avoir, ton sourire, ta joie de vivre et un petit peu pétillante aussi, notre petite Barbie de ce soir en tout cas. Je te dis grandement merci pour tes analyses et tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'est moi qui remercie d'être ici, pour cette opportunité de discuter et d'apprendre aussi de chacune d'entre vous et à nos téléspectateurs qui nous regardent. Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, on se dit à mercredi prochain pour encore plus de sujets aussi intéressants, aussi édifiants, aussi important pour la gente féminine et même également pour les hommes qui nous regardent parce que vous les hommes vous êtes concernés par tout ce qui touche les sujets d'ordre féminin. En tout cas, merci d'avoir prêté de votre oreille attentive pour nous écouter. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous. Je vous dis à mercredi prochain. D'ici à là, portez-vous bien et gros bisous à vous.